à nous pour cette session sur l'intelligence artificielle au service de la plateforme Dynamics 365. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Monpin et je suis Solution Architect sur les business applications. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter cette session avec deux de mes collègues, Mehdi Eliassir, également architecte solution sur les business applications, et Franck Gaillard, Cloud Solution Architect en intelligence artificielle. Minority Report, Black Mirror, Ready Player One, Matrix, tous ces films parlent d'une intelligence artificielle sombre et pessimiste. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, laissons l'intelligence artificielle et son pessimisme au cinéma et donnons aujourd'hui une image plus appropriée à l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information et dans les entreprises. D'ailleurs, chez Microsoft, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais on parle d'intelligence numérique. Un des premiers piliers de l'intelligence artificielle et d'une notion que l'on veut démystifier. Franck, peux-tu nous en parler? Tout à fait. Alors, beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que l'intelligence artificielle ne concerne que des experts. Alors, on a beaucoup l'image du professeur Nimbus en train d'écrire des équations complexes qu'il est le seul à comprendre. Mais aujourd'hui, cette image a totalement évolué et il faut se rendre compte que l'IA concerne tous, nous concerne tous. D'accord? Et comme on va le voir lors de cette présentation, l'IA est de plus en plus infusée dans la plupart des solutions que Microsoft propose. Et on a tous l'image de Matrix, du film Matrix, où la matrice prend le contrôle sur l'humain. Là, cette idée, elle est très fausse, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au service de l'humain. Et enfin, on a toujours tendance de parler d'une intelligence artificielle qui s'efforce d'être plus intelligente que l'utilisateur. Mais en fait, une intelligence artificielle n'est pas plus intelligente qu'une personne humaine. En fait, elle va amplifier son impact. Du coup, l'intelligence artificielle ou l'intelligence numérique, qu'est-ce que c'est selon Microsoft? Déjà, ça permet d'automatiser la prise de décision, d'accélérer les processus, des processus métiers au sein des entreprises, de focaliser l'attention sur les tâches prioritaires, d'assister les compétences et enfin de délivrer de la connaissance supplémentaire. Regardons maintenant comment cela s'illustre dans la suite Dynamics 365. Dans Dynamics 365, l'intelligence artificielle permet de transformer l'information en connaissance et la connaissance en action. L'information, tout simplement parce qu'il y a des données éparpillées au sein du système d'information externe ou dans l'application de Customer Relationship Management et qui permet en fait d'agréger la donnée et de la nettoyer grâce à des outils d'intelligence artificielle. La connaissance qui permet justement d'extraire les informations clés et prioritaires de toutes ces données. Et enfin l'action qui permet de transformer la connaissance en action rapide et efficace pour l'utilisateur final. Sur la partie information, 3 outils dans Dynamics 365 s'illustrent par cette spécialité. La première, c'est la Fraud Protection. Fraud Protection, c'est tout simplement l'outil d'analyse, de détection et d'anomalie de fraude bancaire, que ce soit du côté de la banque ou du côté du client. 2 autres outils également. Customer Insight, qui permet d'engager le client et de connaître le client, la donnée holistique du client. Et également Product Insight, qui permet d'évaluer l'engagement de ce client sur les produits. Au niveau de la connaissance, donc nous avons vu Customer Insight, Product Insight et la Fraud Protection. Mais il y a aussi d'autres produits. Pour illustrer, par exemple, Customer Service Insight, qui est l'outil qui s'adosse à Customer Service pour la gestion des centres d'appel et des centres de contact, mais également Sales Insight, pour le predictive scoring ou le lead scoring, mais également Power Virtual Agent qui est tout simplement un bot qui permet de faire des échanges avec le client de façon totalement transparente en utilisant l'intelligence artificielle. Et enfin, sur la partie action, la partie Dynamics 365 avec ses process métiers habituels dans lesquels des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont embarquées, que ça aille du marketing, de la supply chain, de la sales ou du finance, mais également
Power Platform, qui est un outil de no-code, low-code, qui permet de personnaliser les process en entreprise ou de créer des process dans les entreprises. Grâce à cet outil de no-code, low-code, qui est tout simplement la plateforme technique de Dynamics 365, les possibilités sont multiples. Notons par exemple IA Builder, qui est tout simplement l'outil de création d'intelligence artificielle à disposition des utilisateurs sans savoir aucun langage de programmation. Mais passons maintenant, pour illustrer ce cas, à un cas d'usage. Prenons le cas d'usage d'une banque d'affaires. Donc vous avez ici 4 personas. On a pris la banque d'affaires, mais ça pourrait être très bien un autre secteur, comme le retail, le service public ou autre, ou même Hollywood, puisque une des personnes a décidé de se reconvertir dans l'écran. Donc sur le centre de service client, quelle est la problématique? Déjà, c'est de résoudre les demandes clients de façon plus pertinente et comprendre le sentiment et le problème de ces clients. Au niveau de la vente d'affaires, ce que nous allons voir, c'est comment booster les ventes de ce client. Et également, comment je peux créer moi-même mes applications d'intelligence artificielle alors que je m'appelle Brad Pitt et je ne suis pas censé connaître le C# ou le Python. Puis après, on ira sur une partie un peu plus sophistiquée au niveau de l'intelligence artificielle avec l'expert en produits financiers. Beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de clients ont déjà des algorithmes prédéfinis, comme par exemple la détection d'une police d'assurance, de la détection de fraude. Nous allons voir comment Azure Machine Learning peut adresser ce cas. Et le dernier cas, c'est le marketing. Grâce à Customer Insight, comment je peux proposer une vision holistique de la donnée et de la donnée du client. Tout cela, on va l'illustrer à travers d'exemples. Donc, aussi bien Customer Service pour le centre d'appel, Sales Insight et IA Builder, puis les outils typiquement d'Azure pour des scénarios plus évolués, comme Azure Cognitive Services et Azure Machine Learning, et nous finirons par Customer Insight. Passons par le premier outil. Alors, tous ces outils sont en fait avec des grades plus ou moins de spécialistes sur l'intelligence artificielle. Donc sur le premier outil, on a Customer Service qui fait de l'IA embarqué et qui sont des fonctionnalités totalement transparentes pour l'utilisateur. Puis des modules qui sont totalement dédiés à l'intelligence artificielle avec Sales Insight. Enfin, avec IA Builder, la possibilité de créer sa propre application en no-code, low-code. C'est ce qu'on appelle le Citizen Developer. Pareil pour Customer Insight, mais pour la donnée. Et enfin, Azure Cognitive Services qui permet de faire de l'IA sans coder. Et enfin, Azure Machine Learning qui permet des scénarios très élaborés. Et ainsi, nous voyons l'échelle de maturité au niveau de l'intelligence artificielle et les degrés selon lesquels vos clients ou vous-même vous positionnez sur ces outils. Passons maintenant aux premières personnes que nous avons vues. Donc ici, c'est tout simplement un centre d'appel et l'écran d'un agent. Sur cet écran d'agent, je vois le sentiment positif ou négatif qui défile lors d'un chat entre moi et mon client. Donc entre moi et mon client, je fais ce chat et je peux distinguer le sentiment du client en temps réel. Un deuxième exemple, la vente d'affaires. Donc là, c'est tout simplement un outil qui permet d'analyser la conversation entre le vendeur et son client. Grâce à l'outil de speech to text, la conversation est remise en texte et ce texte est analysé et le sentiment est indiqué. Donc grâce au sentiment, je peux tout simplement voir si mon client est positif ou si mon client est plutôt dans une humeur négative, mais je peux également voir s'il a prononcé les mots-clés de mon produit pendant la conversation et également les mots-clés de produits de mes concurrents ou le nom de mes concurrents. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Sales Insight et qui permet donc de gérer les conversations et donc d'avoir une meilleure productivité sur mes prochains rendez-vous avec mes clients. Une autre application, IA Builder, je vous en ai parlé. Donc en fait, IA Builder, c'est tout simplement un outil. Donc là, le scénario est le suivant. J'ai une image, cette image va être détectée, le texte va être détecté par une technologie qui s'appelle l'OCR. Cela va détecter le texte et le texte va être détecté et je vais pouvoir traduire ce texte grâce aux API d'Azure et je vais le traduire en arabe. Comment je l'ai fait? J'ai utilisé une fonctionnalité IA Builder qui permet de faire de la reconnaissance de texte sur une image. Je l'ai dit, c'est l'OCR.
Une fois que le texte a été extrait, j'appelle les API d'Azure via Power Automate. Donc l'API ici qui est appelée, c'est Translator. Une fois que j'ai appelé Translator, je n'ai plus qu'à remonter le résultat via Power Automate. Et ainsi, mon vendeur peut utiliser de la littérature très spécialisée comme Times ou encore Picsou Magazine que vous voyez ici pour un château en épargne. Et enfin, pour terminer, le dernier scénario. Dynamics 365 s'intègre très bien avec Azure Machine Learning et les services cognitifs. Vous avez ici un exemple sur cette image. À droite, vous avez la fiche client de Dynamics 365 où vous avez le plan de compte qui a été remonté sur la fiche du client. Ce plan de compte est remonté grâce à un calcul d'algorithme d'Azure Machine Learning et qui permet de mettre le meilleur plan de compte adapté au profil du client. On a parlé d'OCR, on a parlé de machine learning, on a parlé de calcul, on a parlé de prédiction. Mais tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Franck, est-ce que tu peux nous démystifier qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette intelligence artificielle? Tout à fait, Stéphanie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer, à travers quelques slides, de démystifier ce sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers travaux sur l'intelligence artificielle remontent au début des années 50, avec parmi les pères fondateurs Alan Turing et John McCarthy. D'ailleurs, c'est grâce à ce dernier que l'on doit le terme intelligence artificielle, puisqu'il a été le premier à le prononcer en 1956 lors d'une conférence appelée Conférence de Dartmouth, dont l'objectif était de réunir plusieurs scientifiques pour réfléchir sur le moyen de rendre une machine intelligente. Alors ça revient à définir la notion d'intelligence. En fait, ce que l'on entendait et que l'on entend toujours aujourd'hui par le terme intelligence, c'est est-ce qu'une machine peut reproduire des émotions humaines? D'accord? Tout ce qu'on appelle les sens cognitifs humains, est-ce qu'on peut les reproduire à travers une machine? D'accord? Donc, on travaille sur tous ces sujets-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières applications de l'intelligence artificielle, ça a été les systèmes experts. Donc, c'était basé sur des règles métiers du type if then else. D'accord? Alors, ces systèmes fonctionnent encore aujourd'hui de façon très, très pertinente. Néanmoins, elles ont une contrainte. Et cette contrainte, c'est que si on arrive dans un espace qui est complexe, d'accord, où il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer le phénomène, là, ils atteignent leurs propres limites. Alors, pour aller au-delà, on va se demander si la machine ne peut pas apprendre par elle-même par rapport à un historique. Et là, c'est l'apparition du machine learning. D'accord? Dans le machine learning, c'est quoi? C'est en gros par rapport à un historique qu'on a pu observer sur un phénomène. On va essayer de trouver des corrélations entre des centaines, voire des milliers de facteurs qui apparaissent suffisamment pour pouvoir expliquer ce phénomène. D'accord? Il y a un dernier terme sur lequel je souhaiterais faire un petit focus, c'est le deep learning. Alors ça, c'est un terme que vous avez souvent dû entendre depuis ces 2-3 dernières années. Alors, c'est quoi le deep learning? C'est juste un sous-groupe du machine learning. Ça regroupe des réseaux de neurones, donc des algorithmes qu'on appelle réseaux de neurones, d'accord, qui nécessitent énormément de puissance de calcul. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que le cloud, justement, nous fournit cette puissance de calcul pour faire tourner ces algorithmes. Avant de rentrer un peu plus dans le détail autour de l'intelligence artificielle, je tenais à rappeler un petit peu les 6 principes qui tournent autour de l'éthique de l'IA. Donc Microsoft s'évertue de faire respecter dans toutes ses solutions qui intègrent ou qui infusent de l'IA, ces 6 principes qui sont l'équité, la sécurité, la sécurité au sens aussi privé, l'inclusion, la transparence et la responsabilité. Donc je vous ai mis un petit lien en bas pour avoir plus d'informations, mais je tenais juste à préciser que toutes les solutions de Microsoft s'appuient et respectent ces 6 valeurs-là. Alors, qui est-ce qui utilise les outils d'IA dans Azure? Quels sont les différents profils que l'on va retrouver autour de l'IA? Alors, on va retrouver un petit peu comme Stéphanie en parlait tout à l'heure, on va avoir différents profils. Alors, si on part sur la partie de gauche, on va retrouver les data scientists. Là, il s'agit d'experts, donc de profils très techniques. Ce sont essentiellement des statisticiens qui vont coder, d'accord, différents types de modèles. Donc là, quand je parlais du professeur Nimbus tout à l'heure, il se situerait plutôt dans cette catégorie-là.
D'accord? Donc ces profils existent toujours, bien sûr, et ils vont avoir des solutions, on va leur proposer des solutions, notamment des notebooks, qui vont être dédiés à leur profil. D'accord? Après, on va retrouver ce qu'on appelle des Citizen Data Scientists. Alors c'est un terme qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et il concerne qui? Eh bien, c'est tout simplement des gens qui viennent du métier. Je dirais souvent ce sont des experts métiers qui ont néanmoins une formation de stats, qui savent ce que c'est qu'un modèle d'un point de vue méthodologique, mais qui ne savent pas coder, et qui n'ont pas forcément envie de coder. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on propose à ces profils-là? Eh bien, on va leur proposer aussi des solutions adaptées à leur profil, n'est-ce pas? Comme on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais le designer ou AutomatisML. Donc, on a des solutions pour ce type de profil aussi. Et enfin, si on va sur la partie de droite, on va retrouver ce qu'on appelle les citizen développeurs. Alors là, ce sont des profils, ce ne sont pas des gens qui vont coder des modèles. Ce ne sont pas forcément des experts en statistique, ce sont surtout des développeurs d'applications qui veulent infuser de l'IA dans leurs applications. Et pour cela, on a aussi des solutions, des modèles préentraînés, qu'on va appeler des services cognitifs, qu'on va pouvoir appeler à travers du code et qui vont directement produire des résultats. Donc ici, sur ce slide, nous allons retrouver en fait les différents groupes dans lesquels sont regroupés les API cognitives, la vision, le langage, le speech et tout ce qui tourne autour de la recherche. D'accord? Donc là, on va avoir différents scénarios, différents use cases qui vont tourner autour de ces différentes API. Et je vous propose, à titre d'exemple, de vous montrer une petite démo de construction d'un modèle en fait de classification de peintres, et vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'être un expert statisticien pour construire ce type de modèle. Alors ce qu'on va faire, le use case, c'est on a 3 peintres, on a du Picasso, on a du Rembrandt et on a du Pollock, et l'idée c'est de créer un modèle qui va apprendre le style de chacun de ces peintres. Pour cela, on a besoin bien sûr de modèles dont on va importer des tableaux correspondant à ces 3 profils-là, d'accord, dans l'application. Et puis après, on va entraîner le modèle, d'accord. Donc là, on importe des images, c'est de Pollock, je pense, oui. Et puis là, on va pouvoir lancer l'entraînement du modèle. Donc le modèle, une fois qu'il a appris, on va pouvoir mesurer la qualité de ce modèle à travers des indicateurs de performance que sont la précision, le rappel notamment, qui vont mesurer combien parmi ceux qui sont prédits, par exemple Picasso, sont réellement des Picasso, d'accord? Ou parmi tous les Picasso que l'on a, quel est le pourcentage reconnu par le modèle? Donc ce sont des métriques assez similaires, d'accord? Et là, bien sûr, plus on se rapproche de 100, meilleur le modèle est. Donc là, vous voyez, c'est un modèle excellent, n'est-ce pas? Autant qu'à faire, autant en prendre un qui marche bien pour la démo. Et une fois que vous êtes satisfait de votre modèle, on va pouvoir le tester. Alors là, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre une image, mais on va essayer de tromper le modèle. C'est-à-dire, on ne va pas prendre un tableau d'un de ces 3 peintres, mais on va prendre un Van Gogh, par exemple. Donc là, je vais sélectionner, vous voyez, un Van Gogh. Et qu'est-ce qu'il va faire de ce Van Gogh? Eh bien, il l'a affecté à du Pollock. Entre Pollock et Picasso, il est très proche. Tout ça pour vous dire que l'IA, il ne faut pas avoir une confiance à 100% dans les résultats de l'IA, et il faut toujours se mettre un petit peu, prendre les résultats avec assez de recul. Dans ce modèle, une fois qu'il nous convient, eh bien, on peut l'exporter directement dans différents frameworks, que ce soit Onyx, que ce soit dans un Docker, pour après être exploité dans une application, en fait, via un appel d'API, de web service. Alors, je vous propose, pour illustrer les autres cas, en fait, un petit scénario qui va tourner autour d'une problématique métier. Alors, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on va parler de data science, d'intelligence artificielle, on part toujours d'un use case métier. D'accord? Alors, il faut que ce soit très opérationnel. Alors là, ce que je vous propose, c'est de créer un petit modèle. Alors, la société Contoso, n'est-ce pas, une problématique de churn, elle perd ses clients. C'est terrible, ça, de perdre ses clients, Stéphanie. Et donc, ce qu'ils ont décidé, eh c'est de faire un modèle de churn pour repérer les futurs clients qui vont partir et avant qu'ils partent, bien sûr, essayer de les retenir à travers une campagne marketing, par exemple. Et on va illustrer ce use case à travers 3 scénarios en fonction du profil, en fait, de chacun des utilisateurs.
Alors, le premier scénario, alors, déjà avant de rentrer dans le détail de ces scénarios, tout le monde ne connaît pas la modélisation statistique et qu'est-ce que c'est quand on parle de créer un modèle. Alors là, j'ai essayé de vous illustrer de façon très synthétique, en fait, les différentes étapes de la création d'un modèle. Alors, dans notre cas, on est en train d'expliquer le churn. Donc le churn, c'est quoi? C'est le départ à la concurrence. Mais pour construire un modèle de churn, on a besoin de données. On a besoin d'un historique de données. On est dans ce qu'on appelle de la modélisation supervisée. Dans un premier temps, on doit savoir d'abord c'est quoi un churner. C'est quoi un client qui part? Une fois qu'on l'a identifié, on appelle ça la target, donc la cible. Donc vous voyez sur la partie de gauche, la petite colonne où il y a marqué target, et bien en fait ça va être notre cible, c'est ce que l'on va modéliser. Dans notre cas, ça prendra deux valeurs, la target, 0 ou 1. Donc 1, le client a churné, donc il est parti, et 0, il est toujours là. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser tout un nombre de variables qui vont être mises à disposition et qui concernent les clients, et on va chercher les corrélations entre toutes ces variables qui nous permettent de dire on est plutôt churner ou on n'est pas churner. D'accord? Donc, de façon synthétique, un modèle, c'est ce qu'il va faire. Après, selon les algorithmes qu'on va utiliser, on va avoir différentes représentations de ce modèle. Mais la logique va être la même pour tous. D'accord? La deuxième étape, on va échantillonner. Donc, on va créer un échantillon, ce qu'on appelle l'apprentissage, et un échantillon de validation. Pourquoi il nous faut deux échantillons? Eh bien, le premier échantillon va nous permettre de créer le modèle et le second de le valider. Vous comprenez très bien que si vous validez le modèle sur les données qui l'ont créé, votre modèle sera forcément bon puisqu'il vient de là. Donc l'idée, c'est de voir comment votre modèle, de mesurer la stabilité de votre modèle en fait sur des données qui n'ont pas participé à sa construction. Troisième étape, il va falloir choisir un algorithme. D'accord? Alors là, plusieurs familles d'algorithmes vont être disponibles et le premier choix en fait d'une famille versus l'autre, ça va dépendre du type de cible. Dans notre cas, on a une cible binaire 0-1, donc on sait que dans le cas d'une cible binaire, certaines familles d'algorithmes vont être mises à disposition pour expliquer donc le churn. Si la cible était continue, on aurait d'autres familles d'algorithmes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail à ce niveau-là, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Quatrième étape, une fois qu'on a créé notre modèle, qu'on a choisi un algorithme et qu'on l'a fait tourner sur nos données, il va falloir valider notre modèle. Donc là, pareil, on va avoir plusieurs métriques qui vont nous permettre de dire le modèle est bon ou le modèle n'est pas bon. D'accord? Et une fois que notre modèle a été validé comme étant pertinent, eh bien la dernière étape, ça va être de déployer le modèle en fait et de le mettre à disposition d'autres utilisateurs. Donc ça peut être des profils développeurs, comme on le disait tout à l'heure, qui vont intégrer ce modèle via un service web dans leur application. D'accord? Ça peut être donc du temps réel, ça peut être du batch, etc. Voilà. Donc ça, de façon synthétique, je dirais, c'est les 5 étapes lors de la création d'un modèle. Maintenant, on verra qu'en fonction des différents profils, eh bien, on ne va pas utiliser les mêmes outils, mais la finalité va rester la même. D'accord? Donc là, si je suis data scientist, eh bien, je vais utiliser la solution Azure Machine Learning. Et c'est cette même solution, en fait, que les 3 profils vont utiliser. D'accord? Donc, dans le cas du data scientist, eh bien, il va utiliser, comme on le voit, des notebooks, il va coder. D'accord? Donc voilà, là, il va coder, il va avoir son environnement, ça ne va pas le changer, et il va être très content, j'y pense. Alors, si on passe sur le scénario 2, où on a affaire au Citizen Data Scientist, alors pour rappel, le Citizen Data Scientist ne code pas. Il n'a pas forcément envie de coder, d'accord, ou il ne sait pas coder, ce n'est pas son sujet. Par contre, il connaît la méthodologie de construction d'un modèle. Donc lui, à travers une interface comme le Machine Learning Designer que vous voyez à l'écran, il va pouvoir construire sa méthodologie sous forme de blocs, en fait, de modules qu'on va positionner sur un espace de travail, qu'on va connecter les uns aux autres, et qui vont en fait nous permettre de construire un modèle et de déployer un web service, comme on aurait pu le faire en code. Et enfin, le troisième scénario, où là je me positionne dans le cas d'un utilisateur métier qui ne connaît pas du tout la stat, qui ne connaît pas du tout la data science, mais qui a néanmoins envie de faire un ciblage, si je reprends mes churners, qui veut savoir dans sa base client, ben moi, qui sont les gens à qui je dois envoyer cette offre de rétention où je vais leur offrir, je ne sais pas, un cadeau de bien, enfin, pour qu'ils restent parmi nous, bien sûr. Donc là, eh bien là, il y a aussi une interface qui s'appelle donc le AutoML, Azure Machine Learning Automated ML,
qui va vous permettre en 3 étapes, n'est-ce pas, et vraiment en 3 clics, de lancer la création automatique d'un modèle où plusieurs centaines d'algorithmes de modèles vont être construits automatiquement et où le meilleur modèle sera automatiquement sélectionné. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu, vous parler de ces différentes solutions en fonction des profils des utilisateurs. Et voilà, donc si vous êtes intéressé... Et du coup, ces scénarios sont très facilement intégrables dans Dynamics 365, tout à fait. Ce soit par un web service ou encore Azure Logic Apps ou encore Power Automate. Là, nous avons vu les parties sur l'intelligence artificielle et nous avons essayé de démystifier ce qu'il y a derrière. Maintenant, Mehdi, est-ce que tu peux nous présenter Customer Insight, le nouvel outil sur justement la donnée holistique du client ? Tout à fait, merci pour toutes ces présentations, que ce soit sur l'amplitude des fonctionnalités de Dynamics ou aussi la précision de la technologie côté Azure. Dans Customer Insight, on va s'intéresser à une problématique bien spécifique qui est connue et qui n'est pas une problématique nouvelle. C'est une problématique qui existe depuis très très longtemps, qui est la connaissance client. Et cette problématique, on va la voir chez plusieurs organismes, que ce soit des entreprises, des organismes publics, des organismes de santé. Et c'est cette problématique de connaissance client qui n'est pas nouvelle, s'accentue parce qu'on a de plus en plus de données clients, on a de plus en plus de types de données clients et on a de plus en plus de canaux d'interaction avec les clients pour pouvoir récupérer en fait ces données. Par contre, si on part des données ou du constat du CDP Institute, qui est l'organisation qui s'occupe de la plateforme de données clients, on va avoir peu d'entreprises qui vont tirer parti des first party data. Alors, je rappelle, les first party data, c'est les données clients qu'une entreprise possède. Ça peut être des données qu'on a stockées dans un ERP, dans un CRM, dans une base de données, dans des fichiers Excel. Ces données appartiennent à l'entreprise et ça nous permet d'avoir une connaissance, une bonne connaissance client. Et la majorité de ces entreprises sont incapables ou difficilement capables d'extraire ces informations des sources de données et de les unifier pour pouvoir construire la vue 360 du client. Et pourtant, ces données sont indispensables pour optimiser pratiquement la totalité des processus métiers au sein d'une entreprise. Que ce soit l'utilisation de ces données au sein de l'équipe marketing, des ventes, de la R&D pour la construction de nouveaux produits, de l'opérationnel ou finance. C'est pour ça que nous avons construit sur la base des composants d'Azure Data et IA Customer Insight. Alors c'est quoi Customer Insight ? Customer Insight nous permet d'unifier l'ensemble des données clients, first party data, de les extraire et de les unifier et aussi d'extraire la connaissance en calculant des mesures supplémentaires. Tout à l'heure, Franck a parlé de taux de churn, mais on peut imaginer d'autres indicateurs, lifetime value, segmentation intelligente, ainsi de suite. Et ça nous permet aussi d'utiliser ou de fournir en fait cette information à un ensemble de processus métiers pour pouvoir exploiter cette information. Alors, notre approche est simple. Alors, la première partie, c'est la possibilité d'extraire ces données avec un ensemble de connecteurs qui sont prêts à l'emploi. Ces connecteurs, on a de plus en plus, tous les mois, on en sort en fait de nouveaux connecteurs qui s'adaptent aux typologies des données qu'on va avoir sur le marché. Dans une deuxième étape, on va unifier ces données avec des algorithmes dédiés à la connaissance client. Ça peut être des algorithmes de matching, des algorithmes de normalisation de données, des graphes de données. Et après, on va enrichir cette donnée. On va l'enrichir avec des calculs.
Ça peut être des calculs simples, le montant le chiffre d'affaires par exemple qu'on fait avec un client, comme ça peut être des calculs un petit peu plus complexes, comme ce qu'a montré tout à l'heure Franck avec le taux de churn ou la valeur de vie client, ou des algorithmes qui nous permettent de segmenter plus finement nos clients sur la base de ces datas. Et une fois qu'on a enrichi ces data, on peut aussi les enrichir avec du third-party data, les données qu'on va recevoir des organismes externes, et Microsoft aussi est fournisseur de data dans Customer Insights, pour fournir des data supplémentaires qui permettent d'enrichir la vue 360 du client. Une fois qu'on a cette vue 360 du client, avec des données nettoyées, des données enrichies, on va pouvoir les fournir avec des connecteurs simples, soit des process métiers préétablis ou prêts à l'emploi dans Dynamics 365, ou dans d'autres ERP et d'autres CRM, ou dans la plateforme Power Platform pour construire des applications, des dashboards ou d'automatiser des process métiers. Quelques captures d'écran qui nous permettent de premièrement visualiser la liste des connecteurs qu'on fournit en entrée dans Customer Insight et l'ensemble des éléments de transformation et de nettoyage de données qu'on va avoir dans Customer Insights. Un deuxième écran qui nous montre l'ensemble des process métiers d'unification des données pour avoir cette vue 360 du client. Après, on a injecté des algorithmes de machine learning prêts à l'emploi. Ces algorithmes, typiquement, un calcul de taux de churn, qui ne fait pas uniquement le calcul de taux de churn, mais il explique quels sont les facteurs qui rentrent en cadre ou qui expliquent ce taux de churn. Une fois qu'on a les données bien établies, bien nettoyées ou bien enrichies, on va pouvoir, avec la liste de l'ensemble des connecteurs en sortie, avoir la possibilité d'utiliser ou de prendre des actions sur la base de ces données. Alors, on a parlé de first party data, de third party data. Le Forrester a réalisé une étude qui indique que plus de 57% des clients donneraient volontairement leurs données en échange d'une expérience client personnalisée. Alors là, on a introduit sur le marché il y a quelques jours Customer Voice, qui est un bon moyen pour récupérer les données sous forme de feedback et de les analyser, de les intégrer dans Customer Insight et de pouvoir prendre des actions en temps réel sur la base des feedbacks clients. Forrester appelle ça les zero party data. C'est les données que le client va sciemment fournir à une entreprise pour personnaliser la relation avec ses clients. Voici une vue 360, le résultat d'un Customer Insight où on va avoir les données démographiques d'un client qui est l'agrégation de l'ensemble des données qui vont se retrouver dans plusieurs sources de données. On va avoir aussi des données d'influence ou des données comportementales du client sous forme d'un timeline avec l'ensemble des données, des différentes interactions avec les clients, les données d'enrichissement fournies par Microsoft Graph qui proviennent de Bing ou de LinkedIn, et aussi tous les scores qu'on a calculés dans Customer Insights. Bien sûr, limit is the sky, parce qu'on fournit plusieurs connecteurs qui vont pouvoir exploiter ces données dans les différents process métiers, que ce soit le marketing, avec l'utilisation de la segmentation fine du client. Ça peut être le connecteur via Facebook, des applications métiers type Sales pour fournir la vue 360 du client ou service, ou même des données qui vont nous permettre de personnaliser un chatbot qui va avoir une connaissance fine du client pour personnaliser la conversation
sur un Teams par exemple. Customer Insight n'est pas une boîte noire. Effectivement, on fournit une panoplie de machine learning, enfin d'algorithmes de machine learning dans Customer Insight, mais Customer Insight n'est pas une boîte noire. Customer Insight fournit l'ensemble des datas qui sont générées ou calculées dans Customer Insights dans un data lake. Il les fournit pour l'ensemble des outils d'Azure Data AI et notamment Azure Synapse pour exploiter encore mieux les données clients et donner la liberté à l'ensemble des data scientists ou des citizen data scientists d'aller au-delà de la puissance qu'on a déjà intégrée dans Customer Insights pour pouvoir extraire l'information et l'utiliser en temps réel dans les différentes applications métiers. Et effectivement, en guise de next step, je vous donne cet exercice qui vous permet d'identifier en tant que partenaire vos clients. Dans quel stade vos clients se retrouvent? Est-ce que dans le premier stade où ils sont prêts à utiliser les données clients pour proactivement gérer la relation client, ou ils veulent exploiter des data ou des scores qui sont déjà calculés dans Customer Insight, dans les différents process métiers de Dynamics 365 ou de la Power Platform, où ils veulent aller au-delà et passer à l'échelle en améliorant la productivité de l'ensemble des process métiers dans l'entreprise. J'espère que cette session vous a plu et merci et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.